Si tu penses que le cancer est simplement ce signe émotif et maternel qui pleure facilement, tu ne vois que la surface de quelque chose de si étrange et psychologiquement complexe que ça défie toute compréhension normale de ce que signifie être humain. Le cancer opère depuis une dimension de réalité où les émotions ne sont pas des réactions passagères, mais des univers entiers à explorer, où chaque sentiment contient des couches infinies de signification et de mémoire. C'est le signe qui peut ressentir tes émotions avant même que tu les ressentes toi-même, qui absorbe l'humeur d'une pièce comme une éponge psychique sans même essayer. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi le cancer est probablement le signe le plus mal compris et émotionnellement sophistiqué de tout le zodiaque. Et je te préviens, une fois que tu comprendras sa vraie nature, tu ne pourras plus jamais voir un cancer comme cette personne simplement sensible que tu croyais connaître. La vérité, c'est que le cancer n'a pas de frontières émotionnelles comme les autres signes. Sa conscience fonctionne comme un océan où tout se mélange, où les émotions des autres deviennent ses émotions, où les traumas du passé sont aussi présents et vivants que les expériences actuelles. Son système nerveux est littéralement câblé pour absorber toute l'énergie émotionnelle autour de lui sans filtre de protection. Pendant que d'autres signes peuvent se détacher émotionnellement quand c'est nécessaire, le cancer est constamment immergé dans un tsunami de sentiments qui viennent de partout et de nulle part simultanément. Si tu aimes ce que tu découvres, mets un like à cette vidéo et abonne-toi pour ne pas manquer les secrets des autres signes. Maintenant oui, prépare-toi, parce que ça va complètement changer ce que tu croyais savoir sur le cancer. Le cancer possède une mémoire émotionnelle si puissante qu'il peut revivre des expériences du passé avec la même intensité que quand elles se sont produites. Ce n'est pas simplement se souvenir d'événements, c'est voyager littéralement dans le temps émotionnel, re-expérimentant chaque sensation, chaque sentiment, chaque nuance, exactement comme la première fois. Une blessure d'il y a 20 ans peut surgir aujourd'hui et provoquer la même douleur viscérale qu'au moment initial. Cette mémoire émotionnelle parfaite signifie qu'ils ne guérissent jamais vraiment de rien. Chaque trauma, chaque trahison, chaque moment de douleur reste stocké dans leur corps comme une archive vivante qu'ils peuvent accéder involontairement à tout moment. Un simple déclencheur, une odeur, une phrase, un lieu peut instantanément les ramener à une expérience passée avec une force qui paralyse complètement leur présent. Ce qui rend cette capacité encore plus étrange, c'est qu'ils peuvent accéder aux mémoires émotionnelles d'autres personnes. Quand ils sont proches de quelqu'un, ils commencent à ressentir et même à se souvenir des traumas de cette personne comme si c'était les leurs. Ils héritent littéralement des blessures émotionnelles de leurs proches, portant des douleurs qui ne leur appartiennent même pas originalement. Cette accumulation de mémoires émotionnelles crée une charge psychologique massive qui explique leur besoin constant de se retirer et de se protéger. Ils ne sont pas antisociaux ou difficiles, ils sont littéralement épuisés par le poids de porter simultanément leur propre histoire émotionnelle et celle de tous ceux qu'ils aiment. Chaque interaction ajoute une nouvelle couche à cette archive déjà débordante. Leur attachement à leur famille et leur passé n'est pas sentimentalité mignonne ou nostalgie inoffensive. C'est obsession pathologique qui les emprisonne dans des dynamiques toxiques pendant des décennies. Ils ne peuvent pas lâcher prise, même quand leur famille est source de souffrance constante, parce que leur identité entière est construite sur ces connexions primaires. Couper ces liens leur semble équivalent à l'annihilation de soi. Cette loyauté familiale extrême les rend aveugles aux abus et dysfonctionnements évidents. Ils peuvent rationaliser, excuser et tolérer des comportements absolument inacceptables de membres de leur famille, parce qu'admettre que leur famille est toxique signifierait détruire la fondation même de leur identité. Donc ils préfèrent souffrir indéfiniment plutôt que d'affronter cette vérité terrifiante. Le plus perturbant, c'est qu'ils reproduisent souvent les mêmes patterns dysfonctionnels dans leurs propres relations et avec leurs propres enfants. Ils jurent qu'ils feront différemment, mais inconsciemment, ils répètent exactement les mêmes dynamiques,
parce que c'est la seule forme d'amour qu'ils connaissent vraiment. Cette transmission générationnelle de trauma devient leur héritage, malgré leurs meilleures intentions. Leur besoin de préserver les traditions et les rituels familiaux peut devenir rigidité suffocante. Ils insistent pour que tout soit fait exactement comme ça a toujours été fait, résistant farouchement à tout changement parce que ces rituels sont les seules choses qui leur donnent un sentiment de continuité et de sécurité dans un monde qui leur semble chaotique et menaçant. Leur instinct maternel ne se limite pas aux soins doux et à la protection bienveillante. C'est une force possessive et étouffante qui consume ceux qu'ils aiment dans leur besoin de contrôler et de protéger. Ils ne peuvent pas simplement laisser les gens être autonomes. Ils doivent constamment nourrir, réparer, sauver, même quand personne ne leur a demandé cette aide, et même quand leur intervention fait plus de mal que de bien. Cette compulsion de prendre soin vient d'un besoin profond d'être indispensable. Ils créent activement des situations de dépendance parce que c'est la seule façon qu'ils connaissent de garantir que les gens ne les abandonneront pas. Si tu as besoin d'eux pour survivre, tu ne peux pas partir. Cette logique tordue guide inconsciemment toutes leurs relations intimes. Le plus dangereux, c'est qu'ils infantilisent systématiquement les gens qu'ils aiment. Ils ne peuvent pas voir leurs proches comme des adultes capables, ils doivent les percevoir comme des enfants vulnérables qui ont besoin de protection constante. Cette perception déformée les autorise à intervenir, contrôler et diriger la vie des autres sous prétexte de les protéger. Leur maternage devient particulièrement toxique avec leurs propres enfants. Ils ont tellement peur que leurs enfants souffrent qu'ils les protègent de toute difficulté, créant des adultes incapables de gérer l'adversité. Ils sacrifient le développement de l'autonomie de leurs enfants pour satisfaire leurs propres besoins de se sentir nécessaires et importants. Ce qui rend cette dynamique encore plus complexe, c'est qu'ils ressentent du ressentiment massif pour tout ce sacrifice qu'ils font, mais ils ne peuvent jamais l'exprimer directement. Donc ils développent des patterns de martyrs, où ils souffrent en silence, puis punissent passivement, agressivement, ceux pour qui ils se sacrifient. Ils donnent tout, puis font sentir aux autres qu'ils sont redevables pour toujours. Leur carapace émotionnelle n'est pas protection saine, c'est forteresse impénétrable construite après des années de blessures accumulées. Une fois qu'ils se ferment, ils deviennent complètement inaccessibles, se retirant dans un monde intérieur où personne ne peut les atteindre. Cette retraite peut durer des jours, des semaines, des mois, pendant lesquels ils ruminent leurs blessures et construisent des murs encore plus hauts. Ce qui est terrifiant, c'est la vitesse à laquelle ils peuvent passer de vulnérabilité totale à fermeture complète. Un instant, ils partagent leurs sentiments les plus profonds. L'instant suivant, ils ont disparu derrière leur carapace et refusent complètement de communiquer. Cette volatilité rend les relations avec eux épuisantes parce que tu ne sais jamais quel cancer tu vas rencontrer. Derrière cette carapace, ils développent des récits élaborés où ils sont toujours la victime et les autres sont toujours les agresseurs. Ils revisitent constamment leurs blessures passées, les amplifiant et les distordant jusqu'à ce qu'elles deviennent des mythologies personnelles qui justifient leur fermeture et leur méfiance. Ces histoires deviennent leur identité, et remettre en question ces récits, c'est remettre en question leur existence même. Leur retraite dans la carapace est aussi manipulation passive-agressive. En se fermant, ils punissent les autres pour des offenses réelles ou imaginaires sans avoir à confronter directement le conflit. Ils forcent les autres à les supplier, à s'excuser, à prouver leur loyauté, tout en maintenant qu'ils ne font rien de mal, qu'ils ont juste besoin d'espace. Le paradoxe, c'est que cette protection excessive garantit exactement ce qu'ils craignent le plus, l'abandon. Les gens se fatiguent éventuellement de ces cycles de rapprochement et de retrait, de cette danse épuisante où ils doivent constamment prouver leur amour face à un mur impénétrable. Donc, les cancers finissent souvent seuls, confirmant leur croyance que personne ne reste vraiment, sans voir que c'est leur propre comportement qui pousse les gens à partir. Leur manipulation émotionnelle est si subtile que même eux ne réalisent pas qu'ils la pratiquent.
Ils utilisent la culpabilité comme arme principale, faisant sentir aux autres qu'ils sont égoïstes, insensibles, cruels, simplement pour avoir des besoins ou des limites. Ils présentent leurs propres besoins comme des urgences qui doivent être satisfaites immédiatement, pendant que les besoins des autres sont traités comme des demandes déraisonnables. Leur capacité à pleurer sur commande, consciemment ou inconsciemment, est une des armes manipulatrices les plus puissantes de leur arsenal. Les larmes désarment complètement les autres, transformant n'importe quelle confrontation légitime en situation où, soudainement, la personne qui avait un problème valide se retrouve à consoler le cancer et à oublier complètement sa plainte originale. Ce qui rend cette manipulation particulièrement insidieuse, c'est qu'ils le font tout en maintenant qu'ils sont les victimes, que ce sont les autres qui les manipulent. Ils inversent complètement la réalité, te faisant douter de ta propre perception, jusqu'à ce que tu ne saches plus qui fait quoi à qui. Cette inversion gaslighting est tellement subtile que tu peux vivre des années avec un cancer sans réaliser l'étendue de la manipulation. Leur mémoire sélective est outil de manipulation brillant. Ils se souviennent parfaitement de chaque fois où tu les as blessés, même des infractions minuscules d'il y a des années, mais ils oublient miraculeusement toutes les fois où ils t'ont fait du mal. Cette asymétrie crée une dynamique où tu es constamment en dette émotionnelle, essayant de compenser pour des offenses qu'ils amplifient pendant qu'ils minimisent ou nient complètement leur propre comportement blessant. Leur besoin de contrôle se déguise en inquiétude et en soin. Ils doivent savoir où tu es, ce que tu fais, avec qui tu es. Non pas parce qu'ils sont simplement curieux, mais parce qu'ils ont besoin de surveiller et de contrôler chaque aspect de ta vie. Si tu résistes à cette surveillance, ils la présentent comme preuve que tu caches quelque chose ou que tu ne les aimes pas vraiment. Leur rapport à l'argent et à la sécurité matérielle révèle une anxiété profonde qui frise la pathologie. Ils accumulent obsessionnellement des ressources, incapables de dépenser même quand ils en ont les moyens, parce qu'ils sont terrorisés par la possibilité de manquer un jour. Cette peur de la pénurie les rend parfois avares et matérialistes d'une façon qui contredit complètement leur image de nourriciers généreux. Cette obsession de sécurité vient d'expériences d'instabilité, souvent dans l'enfance, qui les ont convaincus que le monde est fondamentalement dangereux et imprévisible. Donc ils essaient de construire des forteresses de sécurité matérielle, pensant que si ils ont assez d'argent, assez de biens, assez de ressources, ils seront finalement en sécurité. Mais ce sentiment de sécurité n'arrive jamais, peu importe combien ils accumulent. Leur avarice se manifeste aussi dans leurs relations. Ils gardent un compte mental précis de tout ce qu'ils donnent et de tout ce qu'ils reçoivent, s'assurant que le bilan est toujours en leur faveur. S'ils perçoivent qu'ils donnent plus qu'ils reçoivent, ils deviennent amers et ressentis, même si ce déséquilibre est complètement imaginaire ou si les contributions des autres sont simplement différentes plutôt qu'inférieures. Le plus ironique, c'est que toute cette accumulation et cette protection ne leur donnent jamais la sécurité qu'ils recherchent, parce que leur insécurité est émotionnelle, pas matérielle. Aucune quantité de ressources externes ne peut la combler. Ils pourraient avoir des millions, et ils se sentiraient toujours aussi vulnérables et terrifiés de tout perdre. Leur paranoïa relationnelle les rend incapables de faire confiance, même aux gens qui ont prouvé leur loyauté pendant des décennies. Ils sont constamment en alerte, cherchant des signes de trahison potentiels, interprétant des actions innocentes comme preuve que les autres sont sur le point de les abandonner ou de les blesser. Cette vigilance constante est épuisante pour eux et pour tous ceux qui les entourent. Leur sensibilité extrême n'est pas simplement qu'ils se vexent facilement, c'est qu'ils perçoivent des offenses et des rejets dans des interactions complètement neutres. Un ton de voix légèrement différent, un message texte plus court que d'habitude, un changement minuscule dans les patterns de communication, tout est interprété comme preuve de changement d'affection ou de trahison imminente. Cette hypersensibilité les rend presque impossibles à satisfaire parce que tout le monde finit par faire quelque chose qu'ils interprètent comme blessant ou rejetant. Ils créent des tests constants que personne ne peut réussir, puis utilisent l'échec inévitable comme confirmation que leurs pires peurs sont justifiées.
C'est une prophétie auto-réalisatrice qui garantit exactement l'abandon qu'ils redoutent. Ce qui aggrave tout, c'est qu'ils refusent souvent de communiquer directement sur ce qui les blesse. Ils s'attendent à ce que les autres devinent. Et si tu ne devines pas correctement, c'est preuve supplémentaire que tu ne les comprends pas vraiment ou que tu ne t'en soucies pas assez. Cette communication indirecte crée des malentendus constants qui s'accumulent jusqu'à devenir des griefs majeurs. Leur capacité à porter des rancunes est légendaire et terrifiante. Ils peuvent maintenir du ressentiment pendant des années, des décennies même, nourrissant leurs blessures comme des trésors précieux. Ils revisitent constamment leurs griefs, les gardant frais et vivants, refusant complètement de pardonner ou d'oublier même quand l'autre personne a fait des efforts sincères pour réparer. Leur besoin de foyer et de sécurité domestique devient obsession qui consume toute leur énergie et leurs ressources. Leur maison n'est pas simplement un lieu de vie, c'est une extension de leur corps, un utérus dans lequel ils peuvent se cacher du monde terrifiant à l'extérieur. Ils investissent des quantités disproportionnées d'argent, de temps et d'émotions dans la création de ce sanctuaire parfait. Ce qui est étrange, c'est que même quand leur maison est objectivement confortable et belle, ils ne se sentent jamais vraiment en sécurité. Il y a toujours quelque chose qui manque, quelque chose qui doit être amélioré, quelque chose qui les empêche d'atteindre ce sentiment mythique de sécurité totale qu'ils recherchent. Cette poursuite devient tâche de Sisyphe qui ne se termine jamais. Leur attachement à leur espace personnel peut devenir rigidité qui rend impossible pour eux de s'adapter ou de bouger. Ils préfèrent rester dans des situations géographiques inadaptées pendant des années, plutôt que d'affronter le trauma de quitter leur foyer. Cette immobilité peut leur coûter des opportunités majeures de croissance ou de succès parce qu'ils ne peuvent simplement pas se déplacer. Leur tendance à accumuler des objets chargés émotionnellement transforme souvent leur maison en musée encombré du passé. Ils ne peuvent pas jeter quoi que ce soit qui a une signification émotionnelle, ce qui signifie pratiquement tout. Chaque objet raconte une histoire, contient une mémoire, représente une connexion qu'ils ne peuvent pas lâcher. Leur étrangeté finale est qu'ils existent comme gardiens de la mémoire collective et émotionnelle. Ils portent non seulement leur propre histoire, mais l'histoire de leur famille, de leur communauté, de tous ceux qu'ils touchent. Ils sont les archivistes émotionnels qui se souviennent de ce que tout le monde préférerait oublier, qui maintiennent vivantes les histoires et les traditions même quand personne d'autre ne s'en soucie. Cette fonction d'archive vivante est don et malédiction. C'est un don parce que sans eux, tant de choses seraient perdues, oubliées, effacées par le passage du temps. C'est une malédiction parce que porter toute cette mémoire est poids écrasant qui les empêche de vivre pleinement dans le présent. Ils sont tellement occupés à préserver le passé qu'ils ne peuvent pas créer de nouveaux futurs. Leur souffrance vient de leur incapacité fondamentale à lâcher prise. Ils s'accrochent à tout, aux gens, aux lieux, aux souvenirs, aux blessures, aux griefs, comme si lâcher prise signifiait disparaître complètement. Cette compulsion à tout retenir crée une accumulation psychologique massive qui finit par les paralyser complètement. Dans le vaste théâtre cosmique du zodiaque, le Cancer émerge comme le gardien des profondeurs émotionnelles, un signe si étrange qu'il défie toute tentative de rationalisation ou de simplification. Son étrangeté n'est pas d'être sensible ou maternel, mais d'exister comme océan émotionnel, vivant, dans un monde qui valorise la logique et le détachement. Peut-être que le plus extraordinaire du Cancer est que sa vulnérabilité apparente cache une résilience profonde. Sa capacité à ressentir tout, à absorber toute la douleur et à continuer quand même est forme de courage que la plupart ne peuvent pas comprendre. Sa sensibilité n'est pas faiblesse, mais super-pouvoir qu'il paie très cher. Son étrangeté est son don au monde. Pendant que d'autres signes se protègent émotionnellement et évitent la profondeur, le Cancer plonge courageusement dans l'océan des sentiments encore et encore, nous rappelant que l'émotion est ce qui nous rend vraiment humains et vraiment vivants.
Ce sont les gardiens qui préservent notre histoire collective, les nourriciers qui nous rappellent que nous avons besoin les uns des autres, les empathes qui ressentent ce que nous refusons de reconnaître. Et peut-être que c'est leur vraie fonction, nous garder connectés à nos racines, à nos émotions, à notre humanité essentielle dans un monde qui nous pousse constamment vers l'indifférence. Maintenant que tu connais ces secrets sur la vraie nature du cancer, tu penses toujours qu'ils sont juste émotifs et maternels. Si tu es cancer, partage cette vidéo pour que les autres comprennent enfin que ta sensibilité est force, pas faiblesse. Et si tu connais un cancer, dis-moi en commentaire laquelle de ces caractéristiques t'a le plus surpris. Abonne-toi et active la cloche, parce que chaque signe cache des étrangetés qui vont bien au-delà de ce qu'on croit savoir sur l'astrologie. Mets un like si maintenant tu comprends pourquoi le cancer est bien plus complexe et extraordinaire que tu ne l'avais jamais imaginé.